Bonsoir à tous. On commence par un petit texte à trous. Il faudrait absolument que je... Voilà, je vous invite à compléter cette phrase par un verbe d'action personnel. On fera le groupe de partage après. Donc vous avez tous un verbe. Il faudrait absolument que je... quelque chose à faire. Deuxième question. Depuis quand cette proposition est-elle vraie? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et sur cette période, troisième question, combien de fois est-ce que cette petite phrase vous est revenue à l'esprit? Voilà. Peut-être que vous êtes au bon endroit cet après-midi à l'Escale, puisque le thème du jour, c'est la procrastination. Demain, j'arrête. Nous allons méditer sur ce thème de la procrastination. C'est ce phénomène un peu étrange qui consiste à reporter indéfiniment au lendemain un certain nombre de choses que nous avons la ferme intention de faire un jour. Quelle forme prend la procrastination? C'est pas réservé à un profil de personne ou à un type de personnalité. Vous voyez, le procrastinateur, ce serait forcément la personne désorganisée, un peu le type bohème. Vous voyez, le profil P du MBTI, pour ceux qui manient l'outil. C'est des gens qui sont un peu toujours à l'arrache. Non, la procrastination, elle peut s'adapter à tout type de profil. Profil 1, sur la gauche de mon bureau, il y a 6 gros post-it et 5 petits qui n'ont pas bougé depuis le mois de septembre. Voilà. Sur la porte de mon frigo à la maison, il y en a 8, plus une to-do list en papier avec un magnète de City Market. Et aussi une liste que j'ai écrite sur mon frigo avec un feutre semi-indélébile. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez, ce feutre-là. Il y a le feutre indélébile. Donc on fait attention. Il y a le feutre qui s'efface. Et puis il y a le feutre semi-indélébile. C'est celui qui s'efface un peu, mais qui laisse des traces. Donc mon frigo est dégoûtant. Il y a des trucs qui traînent partout. Voilà. C'est un peu la version HB du crayon de papier, mais en stylo. Donc vous avez un stylo dégoûtant, avec un frigo dégoûtant avec des choses partout. Voilà, celui-là, vous voyez, c'est le premier profil. On imagine volontiers la personne qui pas très organisée. On dit celui-là, c'est le procrastinateur type. Il y en a peut-être parmi nous. Ça, c'est un peu la caricature facile. À l'opposé du procrastinateur, on pourrait dire un peu bazardique, il y a le procrastinateur organisé. Donc lui, ses listes, elles sont sur sa Google Task. Voilà, donc c'est nickel. Il y en a 17 points, mais qui sont là depuis le mois de septembre aussi, pour la moitié, qui n'ont pas bougé non plus. Et puis entre les deux, il y a un profil plus commun, c'est celui qui, semaine après semaine, me reviennent à l'esprit une demi-douzaine de choses qu'il faut absolument que je fasse bientôt. Alors une première question, je vous laisse 20 secondes. Ouais, quel est votre profil? Parfois on croit qu'on est très organisé et en fait il y a de l'espace pour la procrastination. Qu'est-ce que l'on procrastine? C'est une question qui est intéressante aussi parce que on peut procrastiner dans certains domaines et pas dans d'autres. Par exemple, dans ses tâches pro au travail, on va être nickel et dans sa vie personnelle, on laisse déborder les trucs, on repousse indéfiniment. Parfois l'inverse. Côté vie personnelle, vous voyez, c'est je repousse indéfiniment un rendez-vous pour un petit problème de santé en fait que je ne traite pas. Ou bien j'ai le manche de ma poêle de cuisine qui est complètement déglingué et à chaque fois je manque de tout mettre par terre, mais à chaque fois je me dis il faut absolument que j'en change. Ça fait 1 an. Ou alors il y a les 8 derniers cartons de mon déménagement d'il y a 2 ans qui sont là, qui n'ont pas bougé. Ça, à la limite, c'est les petites choses. Parfois, c'est les choses plus substantielles. C'est que je devrais déménager. Ça fait 3 ans que je me le dis et je fais rien pour. Côté vie professionnelle, voilà, en télétravail, je perds 30% d'efficacité
parce que je pars dans des petits actes de procrastination. Ou bien, acte un peu plus peut-être, vous voyez, je dois faire une remontée à un collaborateur depuis longtemps et en fait, je suis en évitement de. Ça fait X temps que je ne le fais pas, je repousse. Bah, c'est bien aussi de prendre un tout petit peu de temps pour savoir un peu plus précisément ce que l'on procrastine. Ouais, être capable de le dire plutôt que de savoir confusément que l'on repousse des trucs. En 20 secondes, personnellement, vous pouvez dire c'est quoi mon top 3 pour démarrer la liste des choses que je repousse. Et puis rapidement, pour essayer d'avancer un tout petit peu sur le repérage, qu'est-ce que je fais d'autre quand je ne fais pas ce que je sais que je devrais faire? Alors, les divertissements. Je développe pas parce que ça, c'est hyper intuitif. Il peut y avoir aussi un procrastination dans des petites activités routinières, soit domestiques. Je me mets à ranger, à laver des choses. Vous voyez, c'est pas forcément que je suis en train de glander sur mon canapé. Je peux aussi partir dans des petites actions. Professionnellement, vous voyez, je check ma boîte mail pour la 30e fois de la journée. Ça a potentiellement une petite utilité en soi, mais ça peut être de l'évitement d'autres choses. Donc, petite activité routinière. Je peux aussi privilégier le relationnel. C'est-à-dire, je vais passer du temps avec mes amis, ma famille, mon conjoint ou un partenaire, toutes choses bonnes en soi. Mais parfois, je prolonge ce temps indéfiniment pour éviter d'aller vers autre chose, ou bien je déclenche le relationnel au moment où je vois qu'il faudrait aller faire un truc, et là, donc, je vais aller vers autre chose. Privilégier le relationnel. Quatrièmement, il y a des actes un peu compulsifs, du type manger, fumer, dormir. C'est-à-dire, tout à coup, dans la perspective de la tâche que j'ai identifiée et qu'il faudrait que je fasse, ça crée en moi une soudaine fatigue. Je veux dire, c'est réel, en fait. Il peut y avoir des effets comme ça, et donc je dors. La fatigue de l'imminence du truc que je veux pas faire. Enfin, que je veux faire, mais qu'il y a quelque chose en moi qui résiste. Manger, fumer, donc il y a quelque chose d'un petit peu compulsif. Et puis, cinquièmement, vraiment, là, le truc un peu plus brut, plus transparent, c'est rêvasser, quoi. Rien. Rêvasser, ressasser. En 20 secondes, quelles sont vos 2 activités de fuite favorites? Voilà pour les formes de la procrastination, pour faire un petit premier repérage. Pour aller plus loin, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à quelles sont les causes de la procrastination. Parce que le but, c'est pas de s'affliger en constatant qu'on procrastine, mais plutôt de se dire, au fond, essayer de comprendre comment nous fonctionnons. D'où cela vient-il? Voilà, ça, c'est vraiment des bonnes questions. On peut nommer, je pense, 2 causes que j'appellerais un peu des causes émergées, c'est-à-dire celles peut-être auxquelles on pense le plus spontanément. La première, c'est ce que j'ai évoqué avec le premier profil, c'est-à-dire la désorganisation, on pourrait dire la mauvaise gestion du temps. C'est-à-dire si je ne sais pas planifier ou prioriser mes tâches, ça peut mener évidemment à la procrastination. Parce que je me sens dépassé et je ne sais pas par quoi commencer ou autre. Voilà, donc une mauvaise gestion du temps, c'est sûr, ça peut. Et deuxièmement, ce qui est aussi spontanément, souvent on va penser entre procrastination, on va faire un lien assez vite avec la paresse. Donc c'est possible, mais je pense qu'il faut affiner un peu plus que ça, parce que c'est un tout petit peu court de juste dire procrastination égale paresse. La paresse, il y a 2 versants qui correspondent à la manière dont nous sommes faits, c'est-à-dire que les deux capacités principales qui sont en nous, ce que dans la tradition philosophique on appelle les puissances de l'âme, c'est l'intelligence et la volonté. Et la paresse, elle a quelque chose du côté de l'intelligence, c'est-à-dire qui touche au sens de mon action. Et là, le versant, donc, ça serait, en fait, la cause, c'est le manque de motivation. Et si une tâche ne me semble pas intéressante ou significative, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment de sens pour moi, c'est facile de la remettre à plus tard, en fait. Vous voyez, une paresse versant intelligence, déficit de motivation. Parce que la motivation, c'est essentiel dans la manière dont nous prenons des initiatives, dont nous déclenchons des décisions, en fait. Et s'il n'y a pas suffisamment, eh ben, j'y vais pas. Ça, c'est le versant intelligence. Et puis en nous, la deuxième puissance, c'est la volonté. Et donc le versant volonté, on pourrait dire de la sagesse, c'est la sensibilité à la pénibilité
qui va être lié à l'action que j'envisage. Et donc là, la paresse, on pourrait la formuler comme évitement de l'effort. J'identifie un effort que ça va me demander et j'évite ça. Je vais y revenir parce que je pense que c'est un point très sensible aujourd'hui. Mais donc, par rapport à ces deux, vous voyez, par rapport à désorganisation ou paresse, mais notamment par rapport à paresse, il faut faire attention parce que un procrastinateur, comme je l'évoquais tout à l'heure, peut être quelqu'un de très actif en fait. C'est-à-dire qu'on peut fuir dans l'activisme. Vous voyez, pas obligatoirement en faisant rien sur un canapé. Donc j'ai un mail à écrire à quelqu'un d'important et en fait je vais faire le ménage de toute la maison. Voilà deux causes, vous voyez, manque d'organisation et paresse avec les deux versants que j'ai évoqués. C'est ce qu'on appelle des causes émergées. Il y a 4 causes qu'on pourrait qualifier de immergées, qu'on saisit parfois moins souvent, qui sont liées à la place des émotions et au contrôle des émotions. Vous allez voir, les 4 ont un petit peu à voir, enfin, sont proches. La première et un peu la plus importante peut-être à retenir, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire que souvent, nous repoussons quelque chose parce que, confusément, il y a la peur de ne pas réussir à faire quelque chose, de ne pas réussir une tâche. Et ça peut paralyser. Ou bien faire naître une émotion un peu disproportionnée qui empêche même de commencer. Voilà. Et les deux points suivants sont des variantes un peu des variations de cette peur de l'échec. C'est la forme que ça peut prendre chez le perfectionniste. Donc il y en a parmi nous qui sont de profil perfectionniste, qui vont avoir facilement la tentation de remettre à plus tard, vous voyez, une tâche parce que je veux pouvoir la faire impeccable, nickel. Voilà. Et donc je me dis, là, c'est pas maintenant. C'est potentiellement pour le coup d'après. Donc il y en a parmi nous qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Il y a une autre variation de peur de l'échec, c'est le manque de confiance en soi. C'est évident qu'un manque de confiance en soi peut, si je doute, vous voyez, de mes capacités, eh ben, je vais hésiter à entreprendre. Parfois, des actions significatives. Je dis, je vais pas y arriver, quoi. C'est je vais pas y arriver, mais qui est pas toujours extrêmement conscient, qui est présent, que je peux appréhender parce qu'en fait, il y a une émotion en moi de peur, d'un peu de manque, qu'il faut apprendre à identifier, qui me dit quelque chose en dessous. Voilà. Et puis, le dernier point, là, sur ces causes immergées, c'est qu'il peut y avoir en nous des fragilités. C'est-à-dire que ce que je viens d'évoquer là peut être comme un petit peu aggravé par des fragilités émotionnelles que nous avons, qui peuvent avoir diverses causes et qui peuvent faire qu'on a facilement de l'anxiété, une tendance un petit peu de dépression, pas au sens forcément pathologique, mais vous voyez, de tendance, quoi. Ou bien être très, très sensible au stress, vous voyez, avoir vite des montées de stress. Ça, ces espèces de fragilisation-là, elles peuvent intensifier ce dont j'ai parlé juste avant. Bref, ouais, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours aperçu. C'est cette question de l'enracinement de la procrastination dans une difficulté que je peux avoir à gérer des émotions. Voilà, souvent une émotion invasive, c'est-à-dire qui prend beaucoup de place en moi, vous voyez, qui vient et qui prend de la place, elle va se traduire par une distorsion du réel, c'est-à-dire que je vais voir les choses mais de manière en fait pas ajustée. Vous voyez, et donc c'est ça souvent qui se produit, c'est que je me représente la tâche comme plus difficile ou plus pénible ou plus complexe qu'elle n'est en réalité. Pour le dire en une phrase, c'est-à-dire que je m'en fais une montagne. Il y a un truc qui est une petite... c'est-à-dire qu'il y a une pente à 20 degrés et moi, de par la distorsion émotionnelle, je vois une pente à 45 degrés et donc je me dis demain. Et je termine avec 2 causes, cette deuxième partie sur les causes. Donc vous voyez, il y a les 2 causes un peu les plus intuitives. Manque d'organisation, paresse. Il y a ce paquet-là central de, en fait, les émotions qui deviennent un peu invasives et qui sont paralysantes, si on le disait rapidement, et qui amènent une distorsion sur le réel. Et souvent, en fait, faites mémoire, je suis sûr qu'on a tous des expériences comme ça, où une fois que j'ai attaqué le truc à faire, tout à coup, ça se dégonfle, quoi. Je me dis, c'était pas ce que j'imaginais. Voilà. Ça, c'est très important de faire mémoire de ça, parce que
plus je fais cet exercice mental, plus je peux, vous voyez, me souvenir la fois suivante où je suis confronté à une petite angoisse ou quelque chose qui vient intérieurement. Je me dis, mais souviens-toi, la dernière fois, c'est en attaquant que tu t'es aperçu que c'était pas si compliqué. Et je viens à deux causes que j'appellerais contextuelles ou culturelles, c'est-à-dire contemporaines. De manière très classique, vous voyez, la cause, c'est la tentation de la distraction. C'est-à-dire entre faire un truc sur lequel qui me demande un peu de pénibilité et faire un truc qui va me susciter un plaisir immédiat, il y a quelque chose en nous qui souvent a envie d'aller vers le plaisir immédiat. Plutôt que dans si je le fais, je vais être content, mais à la fin de l'action. Vous voyez ? Il faut bien comprendre comment nous fonctionnons. C'est-à-dire qu'un acte bon que j'ai à faire, il va susciter il va y avoir une gratification à la fin. Mais à la fin. C'est-à-dire quand j'aurai grimpé la montagne et que j'aurai la vision du sommet, là, il se passe quelque chose. Mais si juste à côté, on me propose un petit plaisir simple ici et maintenant, la tentation, c'est d'aller vers ça. C'est ça le mécanisme de la distraction. Voilà. Nous sommes alors c'est pas neuf, hein, on en parle souvent ici parce que c'est omniprésent aujourd'hui. Ça n'est pas neuf, la question du mécanisme de la distraction. Les philosophes au XVIIe en parlaient déjà, et même avant, voilà, de ça comme obstacle. Sauf que nous sommes entrés dans le régime, on pourrait dire, ou l'ère de l'hyper-distraction. Vous voyez, dans ce monde un peu hyper connecté, ça devient un phénomène vraiment massif. Il y a c'est le piège technologique qui se referme. C'est-à-dire que la technologie aujourd'hui, c'est-à-dire la technologie au stade où nous sommes, c'est ça. Voilà. Principalement, hein, s'engouffre dans la brèche de cette gestion des émotions. Et donc la petite gratification immédiate, mais ça, c'est les gens, un certain nombre de personnes qui bossent sur les applications et autres, etc. Chez TikTok, c'est très, ils ont travaillé là-dessus. Ils travaillent là-dessus, sur la gestion de nos émotions. Et ils exploitent cette petite brèche. Mais vous voyez, si vous êtes chez vous et que vous allumez la télé pour regarder une série, c'est la brèche, on est sur du temps de 20 minutes minimum, quoi. Là, la force et le danger, c'est que ça vient remplir 3 minutes. 3 minutes, 5 minutes, 30 fois dans la journée. Donc c'est ça les 2-3 heures par personne là-dessus, en non utile. C'est que c'est rarement 1h30 d'affilée, enfin, même si ça arrive chez les adolescents, mais du coup, ils sont à 5h30. Chez beaucoup d'entre nous, je pense que ce n'est pas des temps très très longs, mais c'est le omniprésent, quoi. Donc il y a l'hyper-disponibilité de ces petits outils qui sont dans ta poche, c'est tout le temps disponible, avec des micro-formats, c'est-à-dire tu pars pas dans une série de 40 minutes, tu pars je regarde d'abord un truc de 12 secondes. Plus quelques autres, ce qui fait qu'on arrive à 12 minutes. Bon, et l'étape d'après, sur lesquelles ces messieurs de la côte ouest américaine réfléchissent, c'est quand même un peu long, voyez. Donc l'étape d'après, c'est ça, ici. J'ai un neveu qui allait tester à Apple Store, parce qu'on peut prendre rendez-vous pour tester. Il m'a dit, l'expérience, elle est incroyable. Il voit bien. Ben oui, l'état d'art, ça va devenir compliqué quand tu l'auras là, sur les yeux, de travailler. Je ne suis pas prophète, mais ce n'est pas impensable. Et le deuxième élément contextuel, donc voilà, le premier, c'est le régime d'hyper-distraction dans lequel nous sommes, avec la disponibilité et les technologies au service de ça. Intentionnel, hein. C'est pour ça que les fabricants, par exemple les Chinois qui ont mis en orbite TikTok, mettent des limites pour leurs propres adolescents, parce qu'ils voient bien que ça exploite quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction. Voilà. Et l'autre élément, c'est notre hypersensibilité contemporaine à l'effort. Donc j'en ai parlé tout à l'heure de la sensibilité à l'effort, c'est-à-dire le versant volonté de la paresse. Mais nous, nos générations, on va dire, surtout les plus jeunes et jusqu'à la mienne, on va dire, nous avons grandi dans des sociétés d'abondance et de consommation, et ça a fragilisé une capacité de fournir l'effort comme, en fait, c'est la vie, quoi. La vie est un peu rude. Nous ressemblons tous au chien que j'avais eu il y a quelques années, c'est-à-dire qui est né en décembre, et donc il a grandi près du radiateur.
il n'a jamais été possible de le faire coucher dehors. Voilà. Et quand on a pris des habitudes toute son enfance d'une vie, d'un confort, c'est compliqué tout à coup de se dire tiens, en fait, il faudrait peut-être passer à fournir des petits efforts. On y arrive un peu, tous, enfin je pense, on apprend ça, mais en fait, voilà, nous sommes un petit peu handicapés, notre génération ou nos générations, par rapport à ça. Vous voyez, ces deux derniers points-là, faut vraiment les avoir en tête. Nous sommes hypersensibles à la pénibilité. Sursensibles, on pourrait dire. Voilà. Question 4, pour chacun de nous, quelles sont les deux causes principales dans ce que j'ai énuméré? Les 8, là, on va dire, ou que j'identifie pour moi. Et puis, quels sont les remèdes à la procrastination? Il faut quand même, quand on vient ici, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Hein, c'est le but. Il ne s'agit pas de s'affliger, mais il s'agit d'entrer dans un réalisme, une connaissance de soi pour avancer. Et en donnant les remèdes, on va essayer de réfléchir comment les croyances spirituelles peuvent aider d'une manière assez puissante à avancer. Alors souvent, je ne sais pas si vous allez sur Internet, que vous tapez procrastination, j'ai fait le test là pour voir ce qui sortait avec ChatGPT, c'est intéressant. Donc il me proposait des choses, notamment des petits moyens, donc vous voyez, des moyens pour en sortir, je vous en donnerai quelques-uns, et il y a plein de petits moyens. Le risque, si on n'est que dans les moyens, c'est qu'on va se rajouter une to-do list de moyens pour sortir de la procrastination qu'on ne va pas mettre en œuvre. Donc là, on devient angoissé. Voilà. Donc je ne vous propose pas de rajouter des bullet points au 17 de Google Task. Avant les moyens, je pense qu'il y a deux phases préalables. La première, c'est d'analyser le phénomène. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous pourrez réécouter une deuxième fois le podcast pour ceux qui écoutent, et puis pour ceux qui sont là, l'écouter tout court. Ça relève de la connaissance de soi. C'est ça vous voyez, il faut connaître, comprendre comment je fonctionne, d'où cela vient-il. Donc, voilà. Les 4 petites questions que j'ai faites, c'est ça. Apprendre à se connaître. La Bible peut énormément aider à ce travail de connaissance de soi. Il y a un passage dans la Bible qui dit la parole de Dieu, donc ça désigne la parole qui est dans l'Écriture. La parole de Dieu, elle pénètre jusqu'à la moelle, jusqu'à la jointure, et donc elle a une capacité de discernement dans les pensées de notre cœur, de révélation des émotions, etc., qui est hyper puissante. Voilà. C'est une expérience à vivre. Dans l'ordre de la connaissance de soi, les textes de la Bible on renvoie quelque chose et peuvent nous aider à réaliser des choses sur lesquelles nous avons des angles morts. Donc phase 1, connaissance de soi. Phase 2, c'est juste celle-là sur laquelle je vais insister un peu plus, développer ses motivations en travaillant la question du sens. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs points dans ce qu'on a dit sur les causes, en fait, qui ont à voir avec le sens, avec la motivation, en fait. Ce qui libère de l'énergie en moi, vous voyez, pour agir, c'est d'avoir identifié un bon motif. Et le point que je voudrais toucher, c'est que plus mes motifs sont élevés, plus ils ont une puissance, on pourrait dire, à me mobiliser. Je pense que vous avez déjà tous fait, mais aussi faites mémoire de ça dans votre vie. Vous voyez, si vous visiez quelque chose de haut, de vraiment, alors ça mobilise beaucoup de choses en vous. Vous voyez, et en fait, ce qui a à voir avec le sens profond, quoi, de la vie. Si on a des motifs qui sont vraiment dans l'ordre du sens, s'il y a des perspectives dans votre vie qui ont beaucoup de sens, elles ont une capacité à donner du sens à plein de petites actions de votre vie. Ça, quand on commence à faire cette expérience-là, c'est extrêmement puissant. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'aide le plus par rapport à la procrastination. C'est quand une petite action qui isolément n'est pas très motivante, j'arrive je la rattache à une perspective, vous voyez, beaucoup plus profonde dans ma vie. Réfléchissez un petit peu à ça et voyez, et ça c'est un travail aussi à faire. Parfois, c'est de se dire, au fond, cette petite tâche-là dont je sais qu'il faut que je la fasse, au service de quoi est-ce qu'elle est dans ma vie? Et si j'arrive à faire, on pourrait dire, cette espèce de travail un peu d'intégration, de reconnexion à un sens plus haut, alors tout à coup,
vous voyez, je vais atteindre le niveau de motivation qui fait que l'action va être assez facile. Je donne un exemple personnel pour ma discipline, on va dire, euh, sportive, randonnée, sport, vous voyez, dans ma semaine. C'est pas des trucs forcément qui me... Parfois, je n'ai pas envie, quoi. Si je regarde juste, si je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire l'effort de sortir de Paris, parce que moi j'ai besoin de ça, marcher 30 minutes, marcher 3 heures, je veux dire, parfois j'ai pas l'énergie directe pour ça. Si je rattache ça au sens profond de, en fait, je sais que si je fais ça, je suis en forme pour ce qui me motive à fond, c'est ce que je fais de mes semaines. C'est-à-dire, c'est mon métier, on va dire, ou ma mission. Voilà. Et donc, ça m'est arrivé lundi dernier. J'étais vraiment fatigué, machin, etc. Et j'ai procrastiné toute la matinée. Et à 13h30, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que tu sortes de Paris marcher. Donc, à 13h30, je me suis mis un coup de pied. Je suis allé dans un RER et je suis allé marcher 3h30 en forêt de Fontainebleau. Et je sais que ça change ma semaine dernière, en fait. Voilà. Et vous voyez, ce qui m'a permis d'y aller, c'est que c'est au service de l'état dans lequel je veux être et la motivation que j'ai pour ce que je fais dans ma semaine. Un deuxième élément au côté du sens, c'est de... Donc là, on est du côté des motivations liées au sens profond de la vie. Et il y a un deuxième élément, c'est les priorités liées à votre perception du temps. Voilà. Parfois, ce qui fait qu'on reporte, c'est qu'on se dit j'ai le temps, en fait. Voilà. Mais on peut challenger, en fait, j'ai le temps. Vous voyez, dans la tradition philosophique, de la même manière, un des points de la sagesse, c'est de dire souviens-toi que tu es mortel. C'est-à-dire, tu as le temps, mais le temps est limité quand même. Voilà. Il y a les plus anciens parmi nous qui ont cette conscience. Voilà. On avait une des escales qui était là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose, parfois, c'est une chance. Parfois, qu'il y ait cette conscience plus vive qui vienne qu'en fait, il y a une certaine urgence dans la vie. Je ne sais pas, en fait, combien de temps j'ai devant moi. Et si cette conscience, vous voyez, se réveille un peu, vous voyez, ça peut vraiment énormément aider positivement à dire, mais au fond, qu'est-ce que je veux faire là aujourd'hui? Dit comme ça, pour les plus jeunes d'entre nous, ça peut paraître un peu tassant. En fait, c'est quelque chose de très stimulant. Voilà. C'est présent dans la tradition philosophique et c'est le lifestyle de Jésus. C'est-à-dire que Jésus vit dans un certain sentiment d'urgence, mais positif, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose à faire aujourd'hui. C'est pas on a le temps. Non, non, non. Chaque journée, Jésus a cette conscience qu'il y a des enjeux pour aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Et positivement, quand on a cette foi en Jésus ou qu'on écoute ses paroles, etc., il nous communique quelque chose de cet état d'esprit il y a une urgence, c'est-à-dire qu'il y a une certaine gravité. Ou, je vais le dire encore peut-être plus positivement, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu dans mes petites actions d'aujourd'hui. Il y a un enjeu pour aujourd'hui de bien faire les choses. C'est la grâce qu'on peut demander. J'avais une petite série de moyens, mais je vois que le temps avance, donc on va s'arrêter à ça. Les moyens, si vous les voulez, vous pourrez envoyer un mail et on vous enverra la liste le best-of des 10 moyens concrets, voyez, pour après atterrir. Les petits moyens concrets. Si vous voulez, je vous propose pour terminer de prendre un petit temps pour méditer ensemble. On a déjà commencé à essayer de réaliser ce qui nous concerne sur cette question. Alors peut-être juste se reconnecter à une des pensées là, que je vous ai proposées au tout début, c'est dire au fond, peut-être je peux penser à une ou deux actions que je reporte, vous voyez, mon top 3 là, de procrastination. Juste pour méditer à partir de quelque chose de concret. Voilà, une fois que vous avez cette idée en tête, on peut démarrer.
Je vous invite peut-être simplement, en partant de la première idée que vous aviez, la première pensée, à vous poser la question d'essayer d'identifier la cause. Et qu'est-ce qui vous semble être la cause principale du fait que vous reportez indéfiniment cette bonne chose à faire? Et puis la deuxième chose que je vous invite à méditer, c'est peut-être de penser à ce qui vous motive le plus. Vous voyez, qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre vie, à votre existence? Et vous demandez si parmi les choses que vous reportez, que vous repoussez, le sens profond de ce qui vous motive peut peut-être venir éclairer cette petite action qui paraît isolée et sans intérêt. La dernière chose, c'est pour ceux d'entre nous qui identifient, vous voyez, une émotion de peur, peut-être un peu omniprésente dans beaucoup de petites actions ou derrière beaucoup d'actes que l'on repousse comme ça. C'est une grâce que l'on peut demander. Que l'on peut recevoir aussi de Jésus, qu'il vienne faire reculer ces peurs mensongères. Qu'il vienne nous affermir dans l'estime de nous-mêmes. Pour que nous puissions accomplir avec paisiblement ce que nous avons à faire. Viens Esprit Saint, viens éloigner de nos cœurs toutes les peurs qui nous paralysent.